Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va commencer par une rapide synthèse par toute la thématique énergie. La semaine que nous venons de traverser a été marquée par tous les thèmes de l'énergie qui ont littéralement explosé à la hausse. On pense évidemment au gaz, notamment au prix du gaz en Europe, qui atteint des niveaux sur certains marchés qui n'ont pas été vus depuis que les cotations existent. Sur la partie du gaz aux États-Unis, on a remonté sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2014. On a même flirté avec des niveaux de prix qu'on n'avait pas vus depuis 2008. Et donc forcément, ça tend les marchés, ça stresse les marchés parce que les taux se redressent, parce que la question inflationniste se fait plus pressante. Si la question inflationniste se fait pressante, tout de suite on pense à l'action des banques centrales et notamment au ralentissement à venir des différents programmes de soutien monétaire qui ont été mis en place durant la crise Covid. Donc le thème de l'énergie est un thème prédominant à court terme parce qu'aussi il renvoie aux questions de profitabilité des entreprises, des questions sur les marges des entreprises dans une période où elles sont aussi confrontées dans certains secteurs à des problèmes d'approvisionnement, toujours liés à cet embouteillage mondial, lié à la reprise forte de l'économie. Tout le monde commande les mêmes marchandises au même moment, les besoins d'énergie sont forts, les besoins en logistique, en transport de marchandises sont forts, et donc on voit des hausses de prix à peu près partout. Le prix par exemple du transport maritime, ce qu'on appelle le Baltic Dry Index, qui mesure le prix de transport du vrac sec, n'a pas cessé de grimper au cours des derniers mois. On atteint des niveaux de variation de ces cours qu'on n'ait pas vu, des niveaux de prix qu'on n'ait pas vu depuis plusieurs années. On a également une hausse qui se poursuit sur l'ensemble des matières premières. Si on regarde le prix moyen des matières premières, aussi bien les métaux que l'énergie, que les produits agricoles, eh bien la moyenne de ces prix, qu'on mesure sur des indices synthétiques, eh bien on retrouve des moyennes de prix qu'on n'ait pas vu depuis 2015. Donc clairement une thématique de matières premières qui pousse, mais la plus problématique d'entre elles reste celle de l'énergie, parce que là, un vrai problème par rapport à la reprise économique qui est pas encore complètement ancrée par rapport à l'impact du Covid et puis surtout qui peut aussi poser quelques problèmes au niveau de la stabilité tout simplement du pouvoir d'achat des ménages. On voit que les autorités européennes ont autorisé les États à mettre en place des mesures temporaires, donc des versements d'aide aux ménages qui en ont besoin, des abaissements de taxes si nécessaire. C'est vraiment un sujet qui est à la fois un sujet économique et qui devient aussi de plus en plus un sujet un peu politique. Donc ça c'est le premier gros thème de la semaine et qui probablement va encore nous porter la semaine prochaine, même si on a vu que la Russie, par la voix de Vladimir Poutine, a indiqué que la Russie avait accru ses livraisons de gaz à l'Europe et qu'elle allait faire tout ce qu'il fallait pour faire baisser les tensions sur les prix de l'énergie au niveau mondial. Ça a permis au gaz de se replier au courant de la semaine. Le pétrole aussi a un peu reflué, mais en ce qui concerne le pétrole, il est quand même très rapidement revenu dans cette fin de semaine sur le niveau de prix qu'on avait en milieu de semaine. En fait, la baisse était de courte durée. Si je prends le cas du pétrole américain, donc le WTI, on a au moment où on se parle un cours qui flirte à nouveau avec les $80, c'est-à-dire des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2008 aux États-Unis. Donc c'est vraiment des niveaux de prix élevés et on voit que les États-Unis réfléchissent aussi à libérer une partie des stocks stratégiques, des réserves stratégiques pour faire baisser un petit peu la pression. Même la Chine est confrontée à ces problèmes. La Chine qui est très dépendante du charbon, vous regardez l'évolution des prix du charbon en Chine, les prix explosent complètement à la hausse. Ils ont été multipliés par plus de 3 ou 4 depuis plusieurs mois et ça oblige également les autorités chinoises à remettre sur le marché là aussi une partie des réserves stratégiques, notamment de certaines matières premières dont l'économie chinoise a besoin, avec toujours des coupures de courant qu'on voit se faire en Chine. Dans certaines régions, vous avez des coupures de courant qui s'opèrent pendant quelques heures, quelques jours pour essayer de limiter au maximum les tensions sur les prix. Donc c'est vraiment un problème mondial qui vient avec la réouverture des économies et avec aussi des questions d'appétit, de demande et qui est aussi en partie pas seulement, mais tiré par le manque de moyens d'acheminement en fait, de moyens logistiques et de capacité pour les décharger. Un des problèmes que nous avons également aux États-Unis en ce moment, et on le voit par exemple au large du port de Long Beach, donc à Los Angeles, c'est vous avez un amoncellement de bateaux, vous avez quasiment 70 porte-containers qui sont en train de mouiller au large des côtes, ne pouvant pas être déchargés pour l'instant par manque d'infrastructures et de moyens humains, parce que le variant Delta a aussi provoqué ça comme problème, c'est comment l'économie repart. Le variant Delta est apparu et donc il a
par des questions sanitaires en fait. Moins de personnes ont pu travailler dans les ports, aussi bien dans les ports exportateurs comme la Chine que les ports importateurs en Europe et aux États-Unis. Et là, ça a provoqué des retards également qui sont difficiles à combler aujourd'hui. Donc il y a de la petite consommation, il y a des produits qui sont prêts à être déchargés, mais ça prend du temps et ça participe aussi aux tensions que nous avons sur les prix. Ça, c'est le thème important et donc il va encore se prolonger. La semaine prochaine notamment, on décryptera ensuite jour après jour, la semaine prochaine, ce qui nous attend comme gros rendez-vous. Mais ce thème-là va encore être porté la semaine prochaine. L'autre thème, c'est les taux également. Donc les taux ce qu'on appelle les taux souverains, le taux 10 ans français, le taux 10 ans allemand, le taux 10 ans américain, qui sont des taux de référence au niveau mondial. Eh bien, vous avez également une pression à la hausse sur les taux qui vient de plusieurs facteurs, qui vient du fait qu'effectivement les prix de l'énergie grimpent toujours, l'appétit de consommation est toujours là. On a également, on le voit que les salaires qui progressent, on le voit aux États-Unis avec le rapport sur l'emploi qui a été publié aujourd'hui, donc un vendredi à l'heure d'enregistrement de ce podcast, c'est le salaire moyen horaire qui progresse aux États-Unis, qui progresse de 4,6% en septembre 2021 par rapport à septembre 2020. Et donc on voit sur les mois précédents cette progression du salaire horaire moyen, et ça ce sont des facteurs clairement qui sont inflationnistes, parce que vous avez des facteurs qui sont transitoires, comme les questions de prix des matières premières, de certains produits composants ou autres dont les prix ont progressé mais par pénurie, par manque en fait à un court terme, ou par problème d'approvisionnement, mais ça c'est des facteurs normalement qu'il ne faut pas trop réagir les banques centrales, parce que justement ce sont des facteurs considérés comme transitoires. Par contre, si vous avez des hausses de prix qui justifient ensuite, parce qu'elles persistent un peu plus longtemps que prévu, qui justifient que les entreprises augmentent les salaires derrière, là par contre vous allez effectivement arriver sur un thème que les banques centrales doivent surveiller, parce que ça effectivement quand les salaires commencent à embrayer à la hausse, c'est inflationniste de manière plus pérenne, et ça nécessite effectivement des ajustements plus forts en termes de taux et d'ajustement des programmes d'achat d'actifs. On rappelle que les banques centrales, pour l'instant, en Europe et aux États-Unis, les principales grosses banques centrales, même de la planète, ont toujours des programmes d'achat d'actifs qui sont en cours, donc tous les mois, et ont aussi des niveaux de taux qu'elles n'ont pas rajustés depuis quelques temps. Donc là, on est surtout sur une problématique pour l'instant d'ajustement des politiques monétaires par rapport aux achats d'actifs. C'est ça qui va être réduit dans les mois qui viennent, avant de commencer à relever les taux. Les estimations, selon les différents, que ce soit les marchés monétaires ou autres, on est sur des estimations pour des premiers redressements de taux qui pourraient commencer fin 2022 aux États-Unis et fin 2022 ou début 2023 pour la zone euro. Donc c'est quand même des horizons plutôt au moyen terme, mais là le marché lui price dès maintenant en fait, price tout ce qu'il voit se dérouler sous ses yeux. Et notamment ces questions de prix qui progressent. Donc ça, les taux, on va encore les surveiller la semaine prochaine parce que nous aurons notamment les minutes de la Fed. On va en reparler dans quelques instants. Autre sujet chaud pour les marchés, le dossier Evergrande qui continue donc d'attirer la méfiance de la part des investisseurs. Alors cette méfiance est quand même pour l'instant très localisée à la Chine. C'est surtout là-bas, sur le marché de ce qu'on appelle la dette d'entreprises à haut rendement, c'est-à-dire les entreprises qui mettent une dette à risque parce que leur structure bilancielle est relativement fragile. Eh bien, on a observé depuis déjà plusieurs mois une envolée des taux de ce qu'on appelle le high yield, qui est vraiment le rendement des obligations d'entreprise les plus à risque. Et ce qu'on regarde tous en tant qu'observateurs des marchés, c'est est-ce que ce risque qu'on voit déjà apparaître sur la dette d'entreprise en Chine, est-ce que ce risque peut migrer sur les marchés de la dette en Europe ou aux États-Unis? Et donc on regarde aux États-Unis, on voit qu'effectivement les obligations d'entreprises américaines à haut rendement se replient un petit peu depuis quelques jours, que la valeur de ces obligations donc se replie, ce qui veut dire que les rendements eux progressent un petit peu, donc signe d'un risque un peu plus élevé. Ça reste quand même contenu pour le moment, il n'y a pas vraiment de contagion, mais là le repli de la valeur des obligations à haut rendement aux États-Unis, on l'a vu se faire en même temps que le repli des indices, notamment des gros indices américains qui depuis quelques jours se sont un petit peu repliés. Donc ce dossier Evergrande, ça va être un dossier un peu en fil rouge, avec le gros point d'interrogation qui est, le groupe va-t-il faire défaut? Vous savez que pour faire défaut, eh bien il faut non seulement ne pas avoir remboursé donc un de ses créanciers, mais vous avez ensuite une durée de 30 jours après le non-remboursement pour que le défaut soit prononcé. S'il n'y a pas eu un remboursement par exemple le premier du mois, eh bien on va attendre la fin du mois. C'est les agences de notation qui fonctionnent comme ça pour attester, pour certifier, donc pour catégoriser l'entreprise en catégorie défaut, et donc ce qui consisterait effectivement donc un défaut tout simple de l'entreprise. Et là le stress pourrait se faire un peu plus important. Mais en tout cas effectivement pour l'instant il y a déjà plusieurs créanciers obligataires d'Evergrande, des créanciers offshore donc, ce sont des créanciers qui ne sont pas des créanciers chinois, qui sont américains ou européens ou d'autres zones économiques qui ont déjà indiqué qu'ils n'avaient pas reçu pour l'instant sur quelques échéances obligataires eh bien, les remboursements prévus dans le cadre de ces échéances de remboursement. Donc le
contexte reste lourd autour d'Evergrande et l'hypothèse d'une faillite n'est absolument pas improbable à ce stade. Autre sujet chaud, le sujet militaire. On a vu que les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont un peu poursuivies cette semaine avec des survols de par plusieurs avions chinois de Taïwan. On a également un incident avec un sous-marin américain apparemment. Donc voilà, c'est des bruits qui ne sont pas très forts pour l'instant, mais qui viennent s'ajouter à un contexte, on l'a décrit, où les prix montent, où les problèmes logistiques sont assez forts et où l'énergie pose problème. Et donc si en plus on rajoute des éléments militaires, c'est pas vraiment le bon cocktail, on va dire, pour les marchés. Et quand on regarde où en sont les niveaux de volatilité sur les marchés, on le mesure par l'indice VIX notamment, pour le gros indice américain qui est le S&P 500. Le VIX, il a évolué cette semaine au-dessus de 20, donc dans des zones 23-24. C'est pas des zones de panique. Les zones de panique, c'est plutôt entre 40 et au-delà, 30-40 et au-delà. Les zones de décontraction totale sur les marchés en termes de volatilité, on est plutôt entre 10 et 15. Donc là, on a évolué un peu entre 20, 25. Voilà, donc on est un peu retombé sous les 20 ensuite, en fin de semaine, mais c'est des niveaux qui ne sont pas complètement mineur de volatilité, ce n'est pas non plus la panique. On va dire que pour l'instant, les marchés corrigent de manière progressive, sans panique. Et ce qu'il faudrait, c'est que ça persiste, que ces corrections, que ces ajustements par rapport à des niveaux de valorisation un petit peu élevés se fassent de cette manière-là. Le risque, c'est évidemment des risques à un moment donné de quelque chose qu'on ne voit pas arriver, des taux qui s'envolent, des taux 10 ans américains qui partent d'un coup à la hausse, ou Evergrande, où un défaut est prononcé, et puis un risque qui commence à migrer un peu sur différents marchés. Voilà, c'est ce genre d'éléments-là qui peut faire que les marchés s'emballent à un moment donné. Pour l'instant, ça reste encore très contenu comme mouvement. Le rapport sur l'emploi, on en a parlé. Alors le rapport sur l'emploi américain, c'est un rapport qui est tombé vendredi, donc aujourd'hui au moment où on se parle, donc vendredi 8 octobre. Le rapport sur l'emploi, il nous dit plusieurs choses aux États-Unis. Il nous dit que le mois de septembre était un mois faible en termes de création d'emplois. On est largement en dessous du consensus qui était de 500 000 créations d'emplois. On a eu moins de 200 000 ce mois-ci. Toutefois, le chiffre précédent a été révisé de 130 000 créations d'emplois supplémentaires, donc il faut quand même en tenir compte. Et puis il y a quand même deux bonnes nouvelles, c'est que le taux de chômage a baissé sensiblement et on l'a dit tout à l'heure, le salaire horaire moyen à progresser. Donc ça, c'est quand même des éléments qui font que ce rapport est mitigé, mais on ne peut pas le qualifier de mauvais rapport parce qu'il y a quand même des bons éléments et il y a notamment un taux de participation sur certaines classes d'âge, notamment les plus jeunes, qui a progressé. Donc là aussi, c'est un rapport qui est en demi-teinte, mais qui n'est pas un mauvais rapport. En tout cas, je ne suis pas convaincu qu'il puisse faire en sorte que la Fed décide de reporter, donc que la Réserve fédérale reporte son début de tapering qui normalement devrait commencer en novembre. On rappelle, c'est quoi le tapering? C'est le début du ralentissement des achats d'actifs qui ont été mis en place par la Fed au début de la crise Covid. On va bientôt terminer ce podcast. On va donc s'intéresser alors juste avant de voir le programme pour la semaine prochaine, quel est le bilan de tout ça sur les marchés finalement? Donc des marchés qui ont été plutôt correctifs, on l'a vu en Europe, aux États-Unis, un petit peu partout, des taux qui sont un petit peu redressés, de l'énergie qui est pas mal montée. Après, d'un point de vue sectoriel, on a vraiment de grands écarts au niveau des indices. Si vous prenez par exemple l'indice Eurostoxx 600, qui est un gros indice européen qui regroupe la plupart des grosses valeurs, on voit des écarts très significatifs avec par exemple le secteur de l'énergie sur le dernier mois qui progresse de 10%, et à l'opposé du spectre, vous avez le secteur des valeurs technologiques qui lui se replie de 10%, donc un écart de 20% entre deux secteurs, ce qui est absolument colossal en l'espace d'un mois, et donc qui est la traduction de ce que nous voyons en fait, en termes d'éléments macro notamment. Pourquoi? Parce que quand l'énergie progresse, ça lifte les taux d'intérêt, des taux d'intérêt qui se redressent, eh bien ça veut dire que le rendement des obligations devient un peu plus intéressant, et donc les valeurs de croissance que sont les valeurs technologiques par exemple, qui ont été privilégiées largement pendant la crise Covid et même au sortir de la crise Covid, eh bien quand les rendements s'améliorent un peu sur l'aspect obligataire, eh bien il y a un petit peu ce qu'on appelle de rotation, il y a un peu moins de prise de risque sur les actifs les plus risqués que sont les valeurs de croissance, c'est perçu comme ça, on espère des gros rendements sur ces valeurs, en tout cas des fortes croissances plutôt sur ces valeurs, donc on fait ce pari quand l'avenir court terme est un petit peu moyen et qu'on préfère effectivement faire des paris à moyen terme sur les perspectives de croissance de certaines entreprises, mais quand à court terme les rendements obligataires progressent, eh bien cette poche de sécurité que l'obligataire devient un peu plus intéressant pour le rendement, et donc on allège un petit peu les parties les plus exposées, les plus à risque, qui ont surtout été bien travaillées
par les investisseurs depuis plusieurs trimestres. Donc c'est ça qu'on observe sur ce spectre très large de fortes hausses des valeurs énergie et de fortes baisses des valeurs technologiques. Et puis vous avez une espèce de ventre mou comme ça où on retrouve l'automobile, le secteur auto, donc le secteur du tourisme loisir, les télécoms, le secteur de la santé. Lui c'est un secteur qui sont des secteurs qui sont dans le ventre mou sur des performances. C'est un peu positif ou un peu négatif selon les secteurs, mais il n'y a pas de très gros écarts. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que ce n'est pas tout le marché qui corrige en fait. Il y a certains éléments de ce marché qui corrige, mais la partie core du marché, elle, et rend un petit peu de gain, mais c'est quand même très ordonné. Voilà, c'est pas fait dans de la panique avec une volatilité qui a fortement progressé. Ça c'est plutôt pas mal pour les marchés, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des secteurs, le tourisme loisir ou l'auto, qui avaient beaucoup progressé durant les mois précédents avec cette réouverture mondiale des économies, notamment au premier semestre. Et puis là, c'est une phase de transition où on consolide un petit peu les gains qui ont été faits, on prend un petit peu ces gains aussi, mais ça ressemble quand même pour l'instant plus à une grosse respiration des marchés qui est plutôt organisée pour l'instant, qui n'est pas trop subie, qui est plutôt organisée, le tout étant que ça ne dérive pas sur quelque chose de plus fort sur les éléments qu'on a cités. Donc un choc obligataire où les taux partiraient d'un coup à la hausse parce que le pétrole flamberait, le gaz aussi à nouveau, ou parce qu'il y aura un défaut d'une grosse entreprise en Chine qui commencerait à inquiéter un petit peu tout le monde, ou parce qu'il y aura un incident militaire, vous voyez, ce genre de choses par exemple, ou une communication d'une banque centrale qui passerait pas très bien, là aussi avec un impact obligataire qui se ferait voir, vous voyez. Donc c'est ça le risque qu'on a. Tant qu'on n'a pas ces éléments un peu extrêmes qui se manifestent, normalement c'est plutôt vers une correction organisée que nous devrions voir les marchés aller. La semaine prochaine, rapidement, donc ce qui nous attend la semaine prochaine, lundi, donc c'est un jour off aux États-Unis, un Columbus Day, donc il y aura toujours les cotations sur futur, mais la plupart des marchés tourneront au ralenti ou seront fermés pour les États-Unis, donc journée plutôt calme normalement sur la partie US lundi. Mardi, on aura le sentiment économique en Allemagne, l'indice ZIU, et également les JOLTS aux États-Unis, c'est-à-dire les emplois vacants aux États-Unis. C'est une mesure, donc JOLTS, JOLTS, c'est une mesure très large des emplois vacants aux États-Unis, donc une manière de mesurer la dynamique de l'emploi aux États-Unis. Cette dynamique, elle est très bien orientée, même si le rapport sur l'emploi était moyen, il y a énormément d'emplois vacants, plus d'emplois vacants qu'il n'y a de demandeurs d'emploi aux États-Unis, ce qui veut dire que c'est plus des problèmes de correspondance entre l'offre et la demande, peut-être des problèmes de salaire qui sont peut-être pas assez élevés, ou des problèmes de formation, mais il ne manque pas d'emplois en tout cas aux États-Unis. Ça c'est quand même une nouvelle qui est plutôt bonne par rapport à la santé économique. Mercredi, on suivra avec attention l'inflation aux États-Unis, toujours sur ces thématiques de trajectoire des politiques monétaires, notamment de celle de la Fed. Donc une inflation qui pousse, eh bien ça veut dire une banque centrale américaine qui va lancer son tapering, et donc des marchés qui vont être un petit peu, on va dire, observateurs durant ce moment-là, parce que il y a un peu moins de soutien quand les banques centrales commencent à normaliser un peu leur politique monétaire. Et puis on aura également le mercredi, les minutes de la Banque centrale américaine, donc c'est le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, donc ce sera mercredi soir. Jeudi, on aura les prix de production aux États-Unis, donc là aussi, tout ce qui est élément de prix, c'est à surveiller par rapport à la question des politiques monétaires, notamment aux États-Unis. Et vendredi, on terminera la semaine avec les ventes au détail. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.